Je vais vous résumer ce livre, Traité pratique de massage du docteur Ruffier. Ce livre aborde les indications et les pratiques des divers massages, qu'ils soient hygiéniques, médicaux, esthétiques, les automassages aussi, et la gymnastique passive. C'est une édition de 1986 qui correspond à une publication de 1980 qui fait 129 pages. Et on peut lire au dos: instinctivement, nous frictionnons la partie de notre corps qui vient de recevoir un choc. Et cela suffit à diminuer la douleur. C'est ce que l'on nomme l'effet sédatif du massage. Le massage est un moyen particulièrement efficace de vous entretenir ou de vous guérir, ne le négligez pas. C'est ce que nous allons voir dans le résumé de ce livre. Et ce livre fait suite aussi à ma précédente vidéo sur le traité pratique de la gymnastique médicale du même auteur. Nous allons voir maintenant la table des matières, qui est en fait très détaillée, puisque sur chaque partie, il va reprendre une partie d'anatomie, ainsi qu'une partie détaillée des différents types de massages, des mises en garde aussi bien sûr. Au passage, le résumé de ce livre, ce n'est pas pour inciter à se soigner soi-même dans tous les cas, puisque certaines pathologies demandent des diagnostics médicaux précis, mais bien pour montrer les potentiels techniques de massage et leur apport non négligeable dans bien des cas. Voilà pour la table des matières. Et puis, enfin, je vous donnerai mes conclusions personnelles. Quels sont les effets du massage? Premièrement, nous avons un effet calmant. La simple imposition des mains, soit immobilisées, soit pratiquant un léger effleurage, a parfois sur le système nerveux une action manifeste. Et suivant les cas, elle peut calmer les excités et les contractés, ou peut relever les déprimés. Il y a aussi un effet stimulant. Le massage s'oppose à la dégénérescence fibreuse et à l'atrophie. Parce qu'on pétrit les masses musculaires, on va mobiliser les liquides intérieurs et on va empêcher la stagnation. C'est surtout sous forme de pétrissage que le massage peut être dit stimulant. Et c'est surtout alors qu'il est utile aux personnes en activité physique médiocre, comme celles qui se livrent au sport avec énergie. Le troisième effet est défatigant ou décongestionnant. Il arrive à un moment où le liquide nourricier est plein d'impuretés. Les cellules du coup sont moins bien alimentées et malgré les éliminations assurées par les organes excréteurs, malgré l'apport incessant de matériaux neufs, les cellules musculaires ne peuvent plus bien puiser les nutriments et les échanges pour pouvoir continuer leur travail dans un milieu qui est devenu empoisonné. On peut aider l'évacuation en refoulant la masse sanguine et lymphatique des extrémités vers le centre. Le quatrième effet est neurotonique. Le système nerveux est incessamment parcouru d'un courant spécial, d'un influx dont la nature nous échappe encore, bien que la physiologie nous éclaire un peu mieux jour après jour sur cet étonnant phénomène. Voilà ce qu'il disait en 1980, et à mon avis, on n'est pas encore complètement au bout de la compréhension de tout ça. Mais ce que l'on sait, c'est que le massage apporte à la peau des sensations tactiles multipliées, intermittentes, qui vont être rythmées et répétées. C'est une sorte de recharge de nos accumulateurs nerveux. Et de là vient un sentiment de bien-être et d'entrain que procure un massage général bien fait. Dans la première partie, il va nous parler d'anatomie. Il nous dit que le massage peut être bien appliqué que si il est fait suivant certaines directions anatomiques. Suivant les cas qui se présentent, il faudra masser dans des directions déterminées, soit les muscles, les tendons, les articulations, ou encore les vaisseaux sanguins. Il est donc indispensable que le masseur ait des notions d'anatomie élémentaire. On va trouver dans le livre une planche ancienne et pas très facile à lire. Pour ça d'ailleurs, je vous renvoie à toutes mes vidéos d'anatomie qui vont détailler beaucoup de choses au niveau anatomique. Et vous verrez ça en 3D, ça sera quand même beaucoup plus facile pour s'y repérer que ces planches en 2D qui ont le mérite d'exister, mais qui ne sont pas toujours très simples pour voir la différence entre différentes parties musculaires par exemple. Dans la deuxième partie, on rentre dans la pratique du massage à proprement parler. Il insiste sur la position confortable pour le massé et le masseur. Le sujet massé doit effectivement être dans une détente musculaire aussi complète que possible, de façon à n'avoir aucune contracture ni aucune résistance involontaire aux efforts du masseur. Il va après nous décrire les différentes manœuvres de massage. La première sera l'effleurage. C'est la manœuvre par laquelle il faut commencer presque toutes les séances.
Elle a pour but d'insensibiliser la région ou de diminuer de beaucoup sa sensibilité. Et ça, c'est un sujet important. Les paumes des mains sont largement étalées et prennent contact avec la peau et glissent doucement sur toute la surface, comme on peut voir sur ce genre de schéma présent dans le livre. Le plus souvent, cet effleurage doit se faire dans le sens centripète. Puis la technique suivante est la pression. Peu à peu, l'effleurage va se faire plus puissant. Le contact des mains augmente davantage sur les régions massées et l'effleurage se transforme alors en pression. Et cette pression peut s'intensifier progressivement à mesure que la douleur s'atténue. Parfois, pour atteindre des organes profonds qu'il faut assouplir ou dégorger, cette pression va se transformer en meulage, qui est notre troisième technique. Celle-ci se fait avec le talon de la main assez fortement appuyé et qui exécute sur place des petits mouvements circulaires de va-et-vient, comme pour écraser, meuler les tissus sous-jacents. Elle a pour but d'amollir, de dégorger, d'assouplir les tissus lorsqu'ils sont encombrés de liquide stagnant, enraidis ou en voie de dégénérescence fibreuse. En cas de lésion ou de douleur localisée, le meulage se pratiquera uniquement avec la pulpe du bout des doigts. Puis nous avons le pétrissage qui, à un degré plus élevé, la pression va augmenter et va s'accompagner de mouvements des pouces et des doigts qui malaxent, pétrissent tous les tissus amassés et particulièrement les muscles. Après, nous aurons le foulage, de plus faible intensité que le pétrissage. Les doigts et les pouces cessent d'agir et toute la main embrasse la région qui a été pétrie pour remonter de bas en haut, cherchant à refouler tous les liquides interstitiels qui ont été ainsi pressés. C'est en général la manœuvre qui doit terminer toute séance de massage. Enfin, nous avons les percussions qui vont avoir un effet excitant suite à des blessures ou à des maladies qui ont laissé les muscles s'engourdir ou s'atrophier par exemple. Toutefois, en massage sportif, ces manœuvres stimulantes peuvent être utiles au début de l'entraînement. On percute surtout les muscles en frappant avec le bord des mains, agissant comme si on voulait hacher rapidement à petits coups la région massée. Le tapotement, plus léger, plus doux, se fait avec les extrémités des doigts repliés. Puis il va nous décrire les massages qui vont être appliqués aux différents tissus et organes, en commençant par la peau, sachant que la circulation cutanée va pouvoir être aidée par une friction énergique qui va comprimer et décomprimer alternativement les vaisseaux sanguins. On va avoir une rougeur qui va suivre cette pratique, qui sera la preuve de l'effet obtenu par rapport à la circulation cutanée. À cette friction stimulante, on peut opposer un effleurage plutôt calme. Dans ce cas, au lieu de frictionner énergiquement, on va appliquer toute la paume de la main sur la région en prenant contact doucement, en promenant la paume lentement par petits mouvements circulaires, sans appuyer jusqu'à ce que l'on ait obtenu la première sédation, et peu à peu on pourra appuyer davantage la paume des doigts tout en continuant l'effleurage circulaire. À la douleur succédera le calme et même l'insensibilité. Concernant les tissus cellulaires sous-cutanés avec par exemple la cellulite, c'est par le massage associé le plus souvent à l'exercice physique, tant local que général, qu'on arrivera soit à entretenir le bon fonctionnement, soit à réparer les méfaits de l'insuffisance circulatoire et des excès d'alimentation. Il nous dit aussi que pour le massage du tissu cellulaire adipeux, on va plutôt être sur des massages très énergiques, pas toujours faciles à supporter. Concernant les muscles, en cas d'inactivité relative, le tissu cellulaire ne peut pas être le siège de champs circulatoires bien intenses. Il se fait une stagnation de tous les liquides lymphatiques et sanguins, et les cellules adipeuses vont augmenter en nombre et en volume. Concernant les muscles actifs, le muscle qui est soumis à un travail régulier présente dans sa structure des caractères opposés à ce que nous venons de dire précédemment. Par contre, lorsque l'exercice devient intense, les divers tissus musculaires peuvent subir quelques traumatismes légers. Il peut même se produire de petites ruptures, qui seront alors douloureuses. Mais surtout la lymphe, qui imbibe tout le tissu cellulaire dans lequel les cellules musculaires puisent leurs matériaux de fonctionnement, se trouve encombrée de façon exagérée par les produits de déchets, et cela devient impropre à fournir au muscle tous les matériaux dont il a besoin pour continuer son travail. La fibre devient alors douloureuse, avec des difficultés à se contracter. C'est ce qu'on appelle des courbatures. Il nous détaille ensuite les techniques de massage du muscle, en démarrant par le massage stimulant, pour les muscles qui sont inactifs ou peu entraînés. Et là, on sera plutôt à base de modelage, pétrissage et tapotement.
Il nous parle après de massage décongestionnant ou défatigant. Là, on sera plutôt sur un refoulage doux et progressif. On va essayer de faire circuler tous ces liquides un peu congestionnés. Et enfin, le massage calmant, qui sera principalement fait d'effleurage léger. Il nous parle ensuite du massage des tendons, sachant qu'en cas de suractivité, ces tendons peuvent être irrités, congestionnés, avec par exemple des hypersécrétions de synovie qui vont rendre le tendon gonflé et douloureux. A contrario, en cas d'inactivité, la lubrification par la synovie se fait moins abondamment. Il peut y avoir du coup des adhérences qui tendent à se produire entre la gaine et le tendon. Nous pourrons avoir un massage stimulant qui consiste à isoler autant que possible le tendon entre le pouce et l'extrémité des autres doigts et à pratiquer un effleurage assez énergique en remontant depuis l'insertion dans l'os jusqu'au point où le tendon se confond avec le muscle. Comme on peut voir sur cette planche par exemple pour ce qui concerne un tendon au niveau de la main. Et à cette manœuvre d'effleurage, on associera un pétrissage en décollant progressivement et régulièrement le tendon des plans profonds. Puis enfin, le massage décongestionnant pour les tendons, qui sera lui effectué avec un effleurage léger. Nous passons ensuite au massage des articulations, souvent utile en cas d'entorse et de luxation. Il y a d'abord le massage stimulant et libérant, surtout utile pour les articulations enraidies, soit par inactivité, soit à cause de traumatisme. Et là, nous aurons un massage énergique qui va stimuler le cours du sang et lutter contre les agglomérats fibreux qui vont avoir tendance à produire de l'ankylose. Il nous parle des massages décongestionnants pour les articulations et il nous met en garde lorsqu'il s'agit de véritables inflammations articulaires, d'arthrite. Il faut s'abstenir scrupuleusement de tout massage. Attention donc. Par contre, pour les congestions légères, les gonflements douloureux qui proviennent d'un exercice intense et prolongé, ils sont tout à fait du ressort du massage. Et il convient dans ce cas de pratiquer un effleurage doux de toute la région et d'exécuter à pleine main de grands mouvements de foulage circulaire. La règle de conduite étant de ne pas provoquer de douleur ni même de sensations désagréables. Concernant le massage des vaisseaux sanguins, et particulièrement des veines, cela aura pour but d'accélérer la circulation sanguine lorsque certaines lésions vasculaires se posent à ce que la circulation soit normale. Surtout utile contre les varices. Il est d'ailleurs une application d'ordre tout à fait médical, mais assez délicate. Il nous détaille le massage du thorax que nous avons déjà abordé dans le précédent livre, sujet très important pour faciliter la respiration. Ensuite, nous avons le massage abdominal qui va être d'une grande efficacité contre les affections de l'intestin, mais son emploi médical est toutefois assez délicat et ne peut se faire sans inconvénient et que lorsqu'un diagnostic précis est posé et que le masseur connaît exactement les résultats qu'il doit obtenir. Il est formellement contre-indiqué dans les maladies infectieuses et l'appendicite par exemple. Par contre, pour les troubles digestifs, atoniques, cela peut grandement être bénéfique. Le chapitre suivant parle de la gymnastique passive et de la mobilisation. Un sujet très intéressant pour les personnes qui sortent d'un traumatisme ou qui ont eu une activité physique très réduite. La mobilisation est le complément du massage. C'est une manœuvre thérapeutique. Les mouvements ne sont pas réalisés par le sujet grâce à une contraction volontaire de ses muscles, mais lui sont imposés par le masseur, qui mobilise ses divers segments corporels. C'est utile surtout suite à des raideurs et à des ankyloses articulaires consécutives à des blessures, à des maladies ou à des affections de tout ordre qui atteignent les os, les articulations ou les nerfs. Ces mouvements visent à limiter l'encroûtement des surfaces articulaires, la sclérose des ligaments et de toutes les fibres qui les entourent. Par contre, attention, la mobilisation violente est presque toujours nuisible. En voulant aller trop vite, on n'obtient aucun progrès. Donc quelles sont ces techniques de mobilisation? Toujours par des manœuvres de douceur, ne provoquant jamais la douleur. En fait, on procède par des mouvements rythmés, ne dépassant pas au début l'amplitude spontanée acceptée par l'articulation. C'est seulement par la répétition du mouvement, l'accélération de sa vitesse, qu'on arrive à assouplir, et non pas à distendre, les tissus ankylosés et à rôder les surfaces articulaires encroûtées. Le complément de cette manœuvre passive est toujours la gymnastique active, qui reste l'agent thérapeutique le plus efficace à cette lésion. Et après, il nous détaille dans ce chapitre la tête, les orteils, le genou, etc. Donc, articulation par articulation et membre par membre, il nous détaille les manœuvres. Puis le chapitre suivant sera le massage hygiénique. Par ses effets calmants, stimulants, défatigants et neurotoniques,
Le massage nous amènera à pratiquer sur des sujets normaux, apparemment bien portants, et nous aurons ici une pratique d'hygiène qui pourra combattre assez efficacement les mauvais effets de leur vie contre nature, comme il dit. Bien sûr, l'exercice physique sera un complément indispensable. Quels sont les effets et les indications du massage hygiénique? Il combat d'abord l'engourdissement sensoriel qui peut résulter de l'insuffisance et du manque d'intensité des impressions tactiles. Les habitudes de vie, le port de vêtements toujours adaptés aux variations de température, réduisent à une très médiocre activité le vaste champ sensoriel qu'est la peau. Et le massage de tout ce champ apporte les impressions répétées, rythmées, renouvelées. En second lieu, la médiocre activité corporelle de la plupart des gens détermine le ralentissement de la circulation sanguine et lymphatique. Il y a une stagnation des liquides dans tous les tissus, surtout après le sommeil. Et nous avons aussi la paresse des voies digestives qui va pouvoir se manifester chez bien des personnes inactives. Elles aussi vont bénéficier du massage qui va stimuler très nettement les contractions de l'intestin. Un chapitre sur le massage esthétique, avec comme utilité d'entretenir la beauté des formes et la fraîcheur de la peau, et de lutter aussi contre les diverses laideurs ou déformations corporelles. Bien sûr, certaines affections de la peau dépendent aussi des troubles circulatoires, d'un mauvais fonctionnement des glandes sudoripares et sébacées, et de l'insuffisante activité des multiples organes que renferme la peau. Il s'agit donc le plus souvent de stimuler la circulation cutanée. Nous aurons ici des pétrissages et des frictions assez douces, avec un produit plutôt onctueux, et le massage sera effectué autant que possible en remontant le long des fibres musculaires, particulièrement sur celles dont la fonction est de relever le coin des lèvres ou de s'opposer au froncement du front. Et on pourra poursuivre par une malaxation faite du bout des doigts de manière assez appuyée. Le cuir chevelu ne sera pas oublié, il pourra entretenir la vitalité des cheveux chez bien des personnes. Une technique qui s'y rapproche aussi, le brossage à sec. Après, nous abordons l'automassage. Quand il ne s'agit que de défatiguer les muscles et d'entretenir leur souplesse, le massage est une manœuvre assez simple que chacun peut appliquer sur soi-même. Cela ne demande ni grand temps ni grande science et donne cependant d'excellents résultats pour la mise en forme et surtout pour diminuer la durée de la fatigue consécutive aux épreuves sportives. Les diverses opérations peuvent se faire à sec et on peut aussi faire des automassages à l'eau savonneuse sous la douche par exemple. On pratiquera sur chacun des grands groupes musculaires 3 opérations successives. Ces opérations ne sont pas également aisées sur diverses parties du corps comme le dos, la nuque, les reins. Nous ferons appel à l'effleurage, au pétrissage et au refoulage. Le livre détaille les techniques d'automassage muscle par muscle. La 3e partie se consacre au massage médical et ici je ferai très court. Ça s'applique aux malades et aux blessés. Et là, on va essayer de s'opposer au fait d'être alité trop longtemps. Toutes ces techniques méthodiques se font sous contrôle médical. Il nous parle par exemple des entorses de la cheville, en nous rappelant au passage l'hydrothérapie qui va consister à appliquer du chaud puis du froid, de manière à faire cette contraction, dilatation de tous les vaisseaux et d'augmenter la circulation. Et le massage sera complémentaire à cette technique d'hydrothérapie. Il nous parle des entorses du genou et de l'épanchement de synovie. Il nous dit que le massage immédiat, quotidien, associé à la mobilisation active et passive, viennent à bout de l'épanchement et de la douleur en quelques 10 à 15 jours. En cas d'arthrite et d'arthrose, elles ne doivent pas être massées durant l'état inflammatoire. Important. Et pour les luxations, il faut s'efforcer de traiter au plus tôt les luxations par le massage et la mobilisation. Concernant les affections broncho-pulmonaires, le massage thoracique est une grande efficacité sur toutes les insuffisances respiratoires. En cas de maladie aiguë et fébrile, on ne peut pas appliquer le massage thoracique, par contre, attention. La convalescence sera facilitée et actée par le massage thoracique associé à la gymnastique respiratoire. Concernant les affections gastro-intestinales, pour relever et maintenir les organes digestifs et rétablir leur fonctionnement, la gymnastique abdominale pourra renforcer l'ensemble de la musculation naturelle de l'abdomen et stimuler par le massage la tonicité des muscles lisses de l'estomac et de l'intestin. Pour les maladies du cœur, le massage a parfois une certaine utilité, contrant la stagnation du sang dans le système capillaire. Pour les varices, le massage est fort utile car le ralentissement de la circulation de retour, la stagnation du sang dans les veines distantes de celles-ci, forcent de plus en plus leurs parois et viennent à bout de ce qu'il leur reste de contractilité. Et le massage, en refoulant le sang veineux vers le cœur
et en éveillant la tonicité des parois veineuses, peut avoir d'excellents effets. Il nous parle aussi des paralysies. Contre les paralysies complètes définitives résultant par exemple d'une poliomyélite ou d'une hémiplégie, le massage pourra avoir d'excellents effets, bien qu'il ne puisse évidemment rétablir la motricité. Quand les membres sont inertes, la circulation se fait mal. Les muscles sont mal nourris et dégénèrent en tissus fibreux. La peau se dessèche, les articulations s'enraidissent, et contre ces séquelles, le massage agit en rétablissant une certaine circulation et en stimulant les échanges nutritifs. Concernant les neurasthénies, les névroses et les psychoses, le massage peut agir très favorablement sur les troubles fonctionnels du système nerveux, c'est-à-dire les troubles qui ne semblent pas dépendre essentiellement d'une lésion du cerveau, mais bien d'une fatigue, d'une excitation ou d'un déséquilibre du délicat mécanisme par lequel s'expriment la pensée et la volonté. Les dépressions, les neurasthénies, tous les états qui révèlent d'une baisse du potentiel nerveux bénéficient des effets neurotoniques du massage doux et prolongé, menés en large effleurage qui vont multiplier les sensations tactiles, là encore rythmées et répétées sur toute la surface cutanée. Ces conclusions sont assez courtes. Il nous dit que l'efficacité du massage devrait engager d'y recourir plus souvent qu'on ne le fait, et la gymnastique est un complément presque toujours nécessaire au massage. Quant à mes conclusions personnelles, voilà un très bon complément du livre du Dr Ruffier qui s'appelait Traité pratique de gymnastique médicale. Comme nous avons vu, il y a quelques mises en garde pour certaines pathologies, donc il convient de rester prudent. Mais au-delà de ces restrictions, un massage empathique sera presque toujours bénéfique, ne serait-ce que par l'attention portée, que ce soit pour des automassages, et là on s'occupera de nous, ou le massage d'une tierce personne qui nous fera aussi porter attention à une personne qui pourra en tirer beaucoup de bienfaits. Je pense que l'on doit tous retenir l'effet anesthésiant des effleurages doux qui eux n'ont pas de contre-indication et qui peuvent rendre bien des services. De même que les déprimés pourront toujours être relevés par des contacts doux et empathiques. L'effet sur la circulation sanguine et lymphatique est aussi très intéressant. Nous ne sommes peut-être pas culturellement habitués à être touchés, et même encore plus avec nos gestes barrières, mais nous aurions beaucoup à gagner en y consacrant 5 à 10 minutes quand le besoin s'en fait sentir. Par contre, personne n'a rien à y gagner car il n'a rien à vendre, et c'est peut-être pour ça qu'on n'entend pas beaucoup parler. Mais nous avons beaucoup à y gagner en complément d'une bonne hygiène de vie, c'est vraiment un atout santé intéressant. Vous pourrez cliquer sur rejoindre pour avoir une version plus détaillée de ce livre, et c'est aussi un moyen d'encourager cette chaîne. Voilà pour le résumé de ce livre.